Bonjour et bienvenue au musée Muséum départemental des Hautes-Alpes à Gap. Durant notre visite, nous allons faire une découverte de la fabuleuse histoire de la famille des Cuivres. Êtes-vous prêts pour ce voyage dans le temps? Pour qu'un instrument fasse partie de la famille des cuivres, il faut que le musicien fasse vibrer ses deux lèvres comme ceci. C'est ce qu'on appelle le buzz en modulant la vitesse d'air et la pression. Peu importe la matière dans laquelle l'instrument est fabriqué, du moment où les lèvres vibrent et créent le son, l'instrument fait partie de la famille des cuivres. C'est aussi simple que ça. Les lèvres vibrent dans une embouchure. L'air se propage à l'intérieur d'un tube qui finit par s'évaser à son extrémité que l'on appelle le pavillon. Dès leur origine, les instruments de la famille des cuivres ont été utilisés pour transmettre des signaux. De fait, il est presque logique que très rapidement ils aient été utilisés à des fins militaires. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, on avait pris pour habitude de fabriquer des trompettes toutes droites. Tant et si bien qu'elles ont fini par mesurer plusieurs mètres de long. Cela a commencé à poser quelques problèmes de maniabilité. Il fallait donc les rendre plus ergonomiques et plus faciles à transporter. C'est ce qui s'est produit quand on a découvert comment cintrer un tube de cuivre pour en faire un coude. Cette découverte va favoriser l'émergence de nouveaux instruments tels que la trompette à coulisses et la sac-boute. La sac-boute tient son nom de deux verbes de l'ancien français, saquer et bouter, qui sont les mouvements que l'on effectue avec la coulisse. En outre, la sac-boute, qui est l'ancêtre du trombone, est le seul instrument de la famille des cuivres qui n'a pas vraiment évolué depuis son invention au XVe siècle. À la Renaissance vont apparaître de nouveaux instruments tels que le cornet à bouquin et plus tardivement le serpent. Ce sont deux instruments en bois recouverts de cuir sur lequel on aura percé des trous. Ils se jouent avec une embouchure.
Le serpent que vous venez d'entendre doit sans doute son nom à sa forme. C'est un instrument qui apparaît vers la fin du XVIe siècle en France du côté d'Auxerre, et ce selon certaines sources. Dès son apparition, il a pour office d'accompagner les chantres et la liturgie durant le plein chant. À l'époque baroque, les trompettes naturelles étaient symboles de monarchie. Seuls les plus grands de ce monde pouvaient se permettre d'employer de moult trompettistes afin de montrer leur richesse et leur puissance. Dans le même temps, sous le règne de Louis XIV, la vénerie va prendre un essor considérable, la chasse à courre notamment. Et pour codifier les différents moments de la chasse, on va inventer un nouvel instrument qui s'appelle le cor de chasse ou la trompe de chasse. La période baroque avait hissé la trompette naturelle à un rang de soliste de premier plan, notamment avec un compositeur comme Jean-Sébastien Bach. Mais l'évolution et la période classique vont cantonner le rôle de l'instrument à des sonneries qui viennent ponctuer le discours musical, avec notamment un compositeur comme Wolfgang Amadeus Mozart. Cette régression du rôle de l'instrument est sans doute due au fait qu'il ne peut jouer qu'un nombre limité de notes. Il fallait donc le rendre plus intéressant, il fallait donc le rendre chromatique. Pour schématiser, vous voyez le clavier d'un piano, l'alternance des touches blanches et des touches noires. Cette succession de demi-tons est ce que l'on appelle une gamme chromatique. Vers la moitié du XVIIIe siècle, un corniste du nom de Hampfel va découvrir par hasard le moyen d'obtenir des tons et des demi-tons en bouchant l'intérieur du pavillon de son instrument. Cette technique dite du bouchage va permettre au corniste de jouer des mélodies plus compliquées que celles qu'il pouvait faire jusqu'à présent. La Révolution française est un événement qui va bouleverser l'ensemble de l'Europe. Tous les symboles de pouvoir et de richesse vont être mal vus, un peu à l'image de cette trompette qui était l'apanage des rois. Les trompettistes vont donc se retrouver dans une situation compliquée où il va falloir trouver des solutions pour rendre leur instrument plus intéressant. Parce qu'à ce moment-là, il ne peut jouer qu'un certain nombre de notes limitées. La première idée qui leur vient est de percer des trous sur l'instrument et de le boucher par l'aide de clés. Quand on actionne celle-ci, l'air s'échappe par le petit pavillon et donne naissance à une nouvelle note.
Même si l'invention d'Anton Weidinger n'a pas connu un réel succès, celle-ci sera déclinée sur toute la famille des cuivres du plus aigu au plus grave. Le plus aigu étant le bugle à clé et le plus grave étant l'ophicléide. Ophicléide vient du grec ophis qui veut dire serpent et cléide qui veut dire à clé. On obtient donc littéralement un serpent à clé. Le plus gros problème des instruments à clé était la différence très nette entre les sons fermés et les sons ouverts. Il fallait donc trouver un moyen pour que l'air reste en permanence à l'intérieur du tuyau. C'est ce que fait un certain Stölzel vers 1818 en inventant un système de piston qui permet de rallonger ou de raccourcir la course de l'air. Ce système de piston, hélas, n'a pas survécu et il sera très rapidement remplacé par un autre système de piston inventé vers 1835 par un certain Périnet. Ce système est très intéressant car c'est encore celui qu'on utilise aujourd'hui. À partir du moment où M. Périnet brevette son système d'invention de piston, la facture des instruments de la famille des cuivres va quelque peu se figer dans le temps. Même si d'autres pays vont utiliser d'autres systèmes, ce qui est normal, globalement, l'idée va rester la même. Ici, par exemple, vous avez deux instruments français. Le premier fabriqué par Adolphe Sax vers 1860 et le second, une trompette, fabriquée par la maison Selmer vers 1960. 100 ans les séparent, pourtant, globalement, l'esprit demeure le même. J'en profite ici pour ouvrir une petite parenthèse autour d'Adolphe Sax. En effet, ce facteur belge qui a migré en France n'a pas laissé que la famille des saxophones. Il nous a également légué les saxhorns et les saxotrombas. Ces instruments qui apparaissent vers la moitié du XIXe siècle vont bouleverser la vie musicale française. Le XIXe siècle
est une période extrêmement riche pour le développement de la famille des cuivres. En effet, entre 1820 et 1890, les facteurs vont se livrer à une bataille de dépôt de brevets afin de faire évoluer rapidement la facture de ces instruments. Le XIXe siècle sera marqué par l'apogée du cornet à piston, alors que le XXe siècle, lui, verra l'avènement de la trompette. La création de la piccolo, notamment, pour jouer plus facilement les parties aiguës de l'instrument. L'utilisation de nouveaux matériaux également, comme le plastique, fera son apparition. Mais ces quelques événements ne révolutionneront pas véritablement la facture de la famille des cuivres. Les instruments zoomorphes ne sont pas des instruments chinois ou asiatiques, mais bel et bien de facture française, dont la tradition remonte à l'Antiquité. Celle-ci est sans doute redécouverte au XIXe siècle. Buccins, ophicléides et même certains saxhorns seront fabriqués avec ces pavillons hors normes. La famille des cuivres se compose de la trompette à piston, le corps à palette et, toujours avec la main dans le pavillon, le trombone à coulisses et le tuba à piston ou barillet. De nos jours, ils sont utilisés au sein de nombreuses formations, en soliste, en ensemble de cuivre, mais aussi en orchestre d'harmonie, en orchestre symphonique, big band, brass band, fanfare et bien d'autres encore. Guy et moi espérons que notre visite vous aura permis de mieux comprendre l'évolution de la famille des cuivres et vous donnera envie de pratiquer vous aussi un instrument de cette grande famille.